moi, la clé, c'était d'aller voir, de sortir, parce que je pense que c'était assez clair que tout le monde a besoin de voir et d'essayer de comprendre. Donc d'abord, c'était de les déplacer. Ouais, c'est comme ça, c'est un sujet, on pense tous connaître bien le domaine, mais en fait, en creusant, en réfléchissant un peu plus, on n'est pas si connaisseur sans aller voir. Donc, ce qui était assez intéressant, on a sélectionné 5 exploitations. Et pendant 3 jours complets, pour lancer le cours, on a visité ces 5 exploitations qui nous ont expliqué leurs principes. Et donc c'était assez large. Et puis on a pu comme ça s'immerger directement dans le sujet. Et à partir de là, commencer un petit peu à analyser, puis à choisir plus ou moins des centres d'intérêt en fait. Chaque étudiant a un petit peu choisi une direction qu'il appréciait. Mais vraiment l'idée c'était de faire des visites sur place. Et puis, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est des étudiants en design. Donc, a priori, le design, c'est toute une problématique de processus. L'idée, c'est toujours, derrière le design, de mettre en place disons une répétition d'actions qui font on va répéter quelque chose et produire un bien visuel. Donc aussi ce qu'on cherchait, c'était que chacun en fait essaie d'identifier un tout petit peu des processus à l'œuvre dans la problématique de l'agriculture et mettre un peu le doigt dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une partie du projet où le projet, c'est aussi presque de regarder les étudiants. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette publication qui va avec, où il y a des interviews des étudiants. Et dans le fond, il y a un truc dedans, c'est que c'était une manière un peu de chercher ce que les citoyens, les consommateurs savent mais ne savent pas vraiment. Des sortes de nuages d'idées qu'on a un tout petit peu et d'essayer de mettre un peu le doigt dessus. Donc d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on montre ici, c'est un peu comme le regard des urbains sur l'agriculture et pas quelque chose qui va dans l'autre sens. Et de ce point de vue-là, ça m'intéresse beaucoup en fait. Ça m'intéresse beaucoup en fait d'essayer de forcer les gens qui ne connaissent peu à essayer de comprendre mieux quels sont les processus de l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est vraiment fabriquer quelque chose, en fait, partir d'une graine, la transformer jusqu'à un produit quasi fini. Et donc il y a toute une logistique et une étape de fabrication qui est à peu près, on peut facilement faire un parallèle avec le design, en fait, quand on produit un objet. Donc questionner les différentes étapes, questionner le contexte à chaque endroit. Là, je pense qu'il y a des parallèles assez intéressants à mettre en avant. Et dans ce sens-là, moi je trouve que les visites des fermes aussi qu'on a faites, on a vraiment pu regarder toute la logistique. Il y a par exemple un groupe qui a travaillé sur la robotisation, qui est un sujet hyper intéressant aujourd'hui. On parle que dans quelques années, la moitié du marché de la robotisation sera destiné à l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la pratique, en tout cas dans la fabrication des objets. Et c'est une source d'inspiration, je pense, dans les uns et les autres. Et ça casse aussi un petit peu cette idée qu'on a peut-être vernaculaire ou du paysan qui est tout seul avec sa fourche, mais au contraire, c'est un chef d'entreprise, entrepreneur, innovateur. Il y a aussi tout ce qui est dans les semences par rapport à voir comment est-ce qu'on peut éviter le maximum les produits phytosanitaires en utilisant différentes espèces à certains endroits. Donc, il y a une dimension, j'ai envie de dire, d'innovation qui est là, qui est assez importante. Et puis l'usage est peut-être moins clair, en tout cas moins fonctionnel peut-être comme l'ergonomie, mais en tout cas l'usage à la fin, c'est de consommer quelque chose. Et là, il y a vraiment un lien entre les deux.
En fait, ce qu'il y a de super dans l'agriculture, c'est que, en tout cas, c'est un endroit où je dirais, les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par l'idée de comment c'est produit, pourquoi, enfin, le pourquoi, c'est disons un peu quel est le modèle politico-économique qui peut se trouver derrière cette production. Et évidemment, dans le design se pose un tout petit peu la même question, mais c'est des problématiques qui sont beaucoup plus complexes à comprendre pour les gens. Aussi autour des produits agricoles, pour une fois, c'est presque un des premiers endroits où on voit comme une sorte de forme de décroissance du progrès. D'habitude, en fait, le progrès, ça a été toujours plus de confort, toujours plus de disponibilité dans l'agriculture. Pour une fois, on commence à voir des signes, on va se dire, bon bah, on va plus consommer de tomates à tel moment, peut-être que les légumes ne vont plus être lavés. En tout cas, il y a une sorte de liaison beaucoup plus forte entre ce que les gens consomment et ce qu'ils imaginent être la production derrière tout ça. Design, d'une certaine manière, on voudrait qu'il y ait un peu plus d'attention portée à ça, mais de ce point de vue-là, en tout cas, les enjeux sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire que quand on est un professionnel du secteur du design, on peut quand même assez vite comprendre qu'il y a certaines forces qui ont une forme de, je dirais, qui ont un côté contemporain, innovateur et juste dans la période qu'on traverse. Et quand il y a d'autres forces qui sont, je dirais, un peu plus engagées vers de la quantité, une hyperlogistique, une idée de revenus qui est basée sur l'hyper-quantité. Bon, tout ça, en tout cas, de regarder l'agriculture et d'essayer en fait de démontrer ce qui est à l'œuvre ici. En principe, c'est des informations qu'on pourrait presque transférer vers le design. Et une nouvelle fois, c'est pour ça que le regard des étudiants était assez intéressant. Il était assez intéressant dans leur façon de décoder un processus, de décoder certaines choses qui sont en œuvre, mais même pour eux, d'une certaine façon, d'apprendre ça, de se positionner par rapport à ça, c'était quelque chose d'assez simple, mais d'assez fort quand même. En fait, le design, c'est avant toute chose une pratique culturelle. Le vrai enjeu du design, c'est d'établir un certain nombre de codes dans ce qu'on vit au quotidien qui fait qu'on réussit à vivre ensemble. Parce que dans le fond, si on était des êtres totalement inanimés, sans sentiment, on n'aurait pas vraiment besoin du design. C'est-à-dire que très vite, on pourrait réduire la problématique du design à sa simple fonction. Mais en vrai, la fonction dans nos sociétés, elle est énormément basée sur un certain nombre d'informations qui sont d'un ordre de civilisation, d'un ordre culturel. On ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'on a fait une tasse de café d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière, on accueille mieux les gens. Et tout simplement, autour de ce moment, il va y avoir une communication entre les personnes qui sera meilleure. Donc, de ce point de vue-là, on cohabite beaucoup parce que le design, c'est encore quand même des fonctions très très quotidiennes. Et manger, être ensemble autour d'une table, c'est quelque chose de très simple et de fondamental. Donc, design et agriculture sont des chemins qui sont quand même très très parallèles. Donc effectivement, nous, dans le design, il y a énormément de choses où on fait très attention à ce que les matériaux s'expriment mieux, que les mises en œuvre s'expriment mieux. D'une certaine façon, quand on voit des légumes qui sont au bon moment de la saison,
qui sont éventuellement déformés, mais qui sont pleins de saveur, c'est exactement la même chose qui se passe, en tout cas. On voit bien comment une sorte de tomate un tout petit peu bizarre elle porte plus que son goût, elle porte toute son histoire avec elle, et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc oui, design et agriculture, c'est un peu parallèle. Après, nous, on est des concepteurs dans des bureaux, on n'est pas des gens qui tous les jours sont dans des champs, en train de faire des choses. C'est la réalité est quand même extrêmement différente. Ouais, moi j'ai rien à ajouter spécialement là-dessus. Après, il y a un autre aussi aspect très pragmatique, en fait, c'est que il y a tout ce qui est technologie, outils, et là, il y a aussi une autre partie du design, on en parle des fois un petit peu moins, mais Bien sûr. toutes les parties, je sais pas, quand on pense aux tracteurs, par exemple, qui sont super techniques maintenant, il y a des GPS intégrés, il y a des cockpits, il y a tout ce genre de choses-là, des outils, même encore, moi j'étais pas là, mais dans la visite Straycall qu'on a fait que vous avez fait hier soir, on en a parlé un petit peu des paniers, de comment est-ce qu'on peut optimiser, ou en tout cas penser à des outils qui pourraient faciliter ou cultiver de manière différente ou plus intéressante ou plus rapide ou plus respectueuse de l'environnement. Donc ça c'est un autre aspect un petit peu plus pragmatique, je dirais, mais aussi très important de comment est-ce que le design peut aider justement à concevoir. Ou je pense aussi aux fermes urbaines, les tests qu'il y a eu, ou alors à Copenhague, tout ce genre d'endroits où on doit construire des choses, réfléchir à comment est-ce qu'elles s'articulent les unes derrière les autres, et que là, un regard comme le nôtre, comme notre profession peut un peu aider, ça c'est une évidence. Design, c'est avant toute chose, c'est une pratique qui est tout le temps là dans l'humanité. Après, des fois c'est identifié et des fois ça l'est pas. C'est-à-dire que il y a n'importe qui coupe juste un bâton de bois dans la forêt pour faire un bâton de marche. Étrangement, il met à l'intérieur de ça un affect assez particulier. Tout le temps, il va garder un tout petit peu son couteau, couper une couronne, faire un petit trou, attacher un morceau de fil, quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'il va laisser poser devant sa maison, qui va un tout petit peu vieillir, puis se polir avec le temps. Et puis, quelques années après, on va avoir en face de nous un chef-d'œuvre, mais qui va être juste un chef-d'œuvre parce qu'il va être chargé d'intention de quelqu'un. Ça va juste parler de cette personne. Et ça en fait, c'est ça qui nourrit le fait d'être ensemble. C'est ça qui nourrit la vie. Je pense que une nouvelle fois, derrière les produits agricoles, des fois on voit ça aussi. On voit la chose qui a été coupée, on voit les choses sont liées, sont assez similaires. Après, je pense que ce qui est assez complexe, c'est que étrangement, le design, tout le monde adore l'idée de sa pratique industrielle. Tout le monde imagine que le design, en fait, devrait être fait en très grande quantité pour que ça coûte peu cher, pour des objets très standards. On a très envie de ça. Tous les designers sont extrêmement attirés par ça. Et je pense que les consommateurs aussi aiment ça, cette idée de quelque chose qui doit se répéter. Et étrangement, par contre, on voit très bien comment, dans l'agriculture, c'est pas du tout l'image que les gens attendent, en fait. D'une certaine façon, ils ont encore envie de l'idée de la toute petite ferme, la petite organisation, quelque chose de très local. Et c'est un peu, d'une certaine manière, comme si on refusait à l'agriculteur le droit de tout simplement optimiser un tout petit peu les choses. Et cette optimisation,
elle est complexe. Une nouvelle fois, je pense que les agriculteurs subissent actuellement de la part du reste de la société énormément en fait de reproches. On leur dit en fait vous mécanisez, vous utilisez des produits phytosanitaires, d'une certaine manière vous polluez, pas là. Alors qu'il y a quand même toute une partie des choses qui ne visent qu'à leur permettre en fait de faire moins un travail qui serait de l'ordre de l'esclave. Parce que moi, ma famille est des agriculteurs, quand on parle à 2-3 générations avant, c'était vraiment un travail d'esclave. Et d'une certaine manière, personne n'imagine qu'on irait dire pour les ampoules, pourquoi est-ce qu'on fabrique des usines gigantesques pour faire des ampoules, on ferait mieux d'utiliser des bougies. Personne ne se dit ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des petits fabricants de bougies qui feraient les choses? Pourquoi il n'y aurait pas des petits fabricants de tabourets qui feraient tout d'une manière locale? Pourquoi en fait est-ce que les voitures... Donc là, il y a une sorte de problématique assez complexe et personnellement, moi, je vois... j'ai beaucoup de tendresse, d'empathie pour le monde agricole, mais personnellement j'ai l'impression que je ne le comprends pas. Et je ne sais pas comment je serais capable de l'aider. Et ce que je trouve le plus terrible en fait, c'est d'avoir un destin de gens qui sont très mal compris. Et ça, est-ce que le design pourrait aider à résoudre ça? J'en suis pas sûr. Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Bon, pour questionner le vivant, moi j'aurais juste envie de rebondir sur peut-être 3 exemples qu'on a dans l'exposition en fait. C'est vrai que c'est une matière qui pas du tout inerte, hein, mais donc là on a des expositions de choses dans notre exposition, les étudiants 3 travaux qui montrent le côté un petit peu actif ou vivant, en tout cas. On a par exemple juste là derrière des sortes de champignons en fait qui parlent du cycle de la vie. Et en comparaison entre le cycle d'une pousse d'un champignon, qui est quelques heures, 48 heures par rapport à une courge qui est quelques mois. Et là, justement, on montre un petit peu ce rythme, ce cycle, cette reproduction qui parle de production. Il y a un autre projet qui est juste là, qu'on voit qui tourne, qui est assez intéressant, c'est cette meule de fromage qui parle un petit peu au-delà de l'automatisation, mais de la répétition des gestes aussi, parce que c'est quelque chose une meule comme ça, qu'il faut savoir qu'elle fait presque 40-50 kilos, elle doit être retournée toutes les semaines, systématiquement, et donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande cette répétition, qui pourrait être, tu parlais d'esclavagisme avant, enfin une forme en tout cas de travail très 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 répétitif. Et puis le dernier exemple, c'est sur cette de nouveau thématique de l'automatisation. C'est une sorte de fourche qui un peu de manière surréaliste s'active et puis bouge à un morceau de paille qui est une forme comme de paysan fantôme, comme ça, qui bouge constamment les choses. Et ça, c'est de nouveau dans cette idée de répétition des gestes, mais aussi de ce que l'automatisation peut apporter. Et là, typiquement, on s'est rendu compte dans nos visites qu'il y a beaucoup de fermes qui sont un petit peu robotisées. Et il y a un outil qui est assez drôle, c'est un tout petit robot qui fait simplement de pousser le foin pour que les vaches puissent aller manger. Et c'est un geste extrêmement simple, en fait, c'est juste pousser avec un balai, mais il faut le faire presque toutes les heures, parce que sinon ils ne mangeront pas. Et donc là, justement, il y a ce petit robot qui a une seule tâche, hyper définie, qui fait ce pourtour-là, et c'est un peu ce qu'on voulait exprimer, en tout cas ce que les étudiants voulaient exprimer dans ces 3 projets-là, qui pourrait être une forme en tout cas de lien ou de parallèle avec la question du vivant. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que dans le design, il y a cette idée d'une optimisation qui est assez juste. L'idée d'optimiser, c'est assez juste. Donc en fait, moi personnellement, je trouve ça génial quand ils ont des robots, quand ils trouvent des solutions
Et je pense que oui, on était de ce point de vue-là des assez bonnes personnes pour regarder et essayer de transférer les choses. Et eux souffrent en fait quand même un tout petit peu de cette image d'Épinal. En fait, dès qu'on dit robot, ferme, bio, alors là, tout le monde est perdu. En fait, on a l'impression que ce sont des choses totalement antinomiques. Mais en tout cas, je pense que nous, les étudiants, des gens du design qui regardent, je pense qu'on réussit à comprendre assez bien. Moi, j'étais un peu surpris par le titre, parce que paysan designer, je ne réussirais pas personnellement à faire ce lien d'une manière aussi forte, mais je trouve que c'est courageux, c'est très bien de le faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que comme je le disais avant, le designer il est là pour établir un processus dans un cadre de production donné. Et c'est évident que l'agriculture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un contexte, un substrat, des terres, un climat, un certain nombre de ressources. Et en fait, de penser comment, avec ces ressources, on peut faire une production qui est adaptée. Et la nature de cette production, dans le fond, est très vaste. Donc ça reste aussi une invention, une façon de faire. Donc oui, paysan designer, je trouve le lien assez osé, mais c'est bien. Le MAD a raison de le faire en tout cas. Ouais, moi je trouve aussi que ça interpelle en fait pas mal, parce qu'a priori on se dirait ces deux univers qui ne sont pas forcément connectés ensemble. Je trouve aussi que ça donne clairement une dimension. On va se poser cette question en venant voir l'exposition, on va essayer de chercher ces liens, puis je crois qu'on les comprend au fur et à mesure. Il y a peut-être une ou deux choses aussi, une piste de lecture que je pourrais avoir avec ce titre. Je reprends des travaux de nos étudiants qui s'appelait industrieux, enfin, c'est ce qu'ils ont décidé de dire, qui est une sorte de mot-valise entre ingénieux et industriel, dans l'idée d'essayer de se débrouiller en fait avec les choses qu'ils ont autour pour construire et puis générer beaucoup d'autoconstruction et d'être un peu autonome comme ça. Et puis peut-être que dans le design, finalement, on est un peu aussi un peu des bricoleurs. On essaie de trouver des solutions, d'adapter des choses, d'optimiser. Optimisation, pas forcément augmenter la production, mais rendre un geste plus agréable, créer une émotion à un moment donné, ou voilà, impacter d'une manière X ou Y. Et dans cette idée-là, on observe et puis on essaie de construire des choses, quoi. Et dans cet esprit-là, je trouve que là, il y a un lien qui est assez fort et du coup, le titre peut répondre dans cet esprit-là et à la fois interpeller, donc en espérant que les visiteurs aient un peu sur cette question des clés de réponse à la fin de l'expo. Le MAD, moi, ce que je trouve intéressant, donc le musée d'art décoratif, aujourd'hui, c'est un endroit où on regarde les arts décoratifs du passé. Donc il y a la bâtisse existante avec vraiment une partie historique. Et je trouve intéressant comment se réinventer un petit peu dans le monde muséal et d'avoir un espace d'exposition temporaire qui vient questionner peut-être l'art décoratif aujourd'hui, comme des thématiques comme cette exposition-là qui sont vraiment assez inattendues par rapport à peut-être à une vision assez classique de l'art décoratif, d'avoir justement ces deux aspects donc, au sein d'une même institution. Je trouve ça plutôt très intéressant et c'est un peu les directions des nouveaux musées, en tout cas des musées qui peuvent se réinventer et puis questionner des thématiques contemporaines tout en conservant une forme de patrimoine et en montrant. Et ça mixe aussi le genre des visiteurs, je pense, parce que c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont voir l'un ou l'autre. Et en ce sens-là, le MAD, je trouve, arrive assez bien, très bien même à se placer dans une dimension contemporaine sans renier
le patrimoine et la collection, et je pense que c'est assez réussi. Moi, par rapport au MAD, j'avoue, je suis pas un expert des musées et j'y pioche des informations qui sont assez diverses. Ce premier bâtiment qui pour moi c'est un peu comme une sorte de grand cabinet de curiosité d'une certaine manière, avec tout ce qui s'y passe, toujours dingue en fait de voir toutes ces choses qui sont extrêmement anciennes, mais qui en même temps à l'époque étaient empreintes de modernité. C'est assez amusant dans l'exposition de voir cette horloge qui est ramenée dans l'exposition, qui est une horloge almanach qui montre en fait où se trouvent les choses. Et j'ai mis assez longtemps effectivement à être capable en fait de décoder dans les sources très anciennes ce qui à l'époque était un iPhone de maintenant. Ce qui à l'époque en fait était comme ça une sorte d'hyper concentré d'une forme de nouveauté, d'une forme de technologie. Donc à mon avis, d'une manière un peu plus étendue, le MAD c'est un défi. En fait c'est un vrai défi de notre époque contemporaine, de réussir enfin à comprendre le design. Parce que malgré tout, c'est l'art qui tient le haut du pavé. Mais personnellement, je trouve que l'art tient le haut du pavé d'une manière très publicitaire quand même. C'est-à-dire c'est des choses qui sont très chocs, qui sont assez violentes, qui se comprennent assez rapidement. Et puis le design et les arts décoratifs, c'est un peu plus besogneux, c'est moins par nature peut-être surprenant, choquant, mais malgré tout, derrière en fait la problématique de construire les choses usuelles, il y a énormément en fait de problématiques qui sont incroyablement importantes dans notre société actuelle. Parce que dans le fond, on se définit en tant que citoyen aussi beaucoup par ce qu'on achète et ce qu'on consomme. Donc à la fin, si on ne réussit pas à digérer l'idée de quels sont les ressorts derrière la production usuelle, on ne va plus rien comprendre. Donc pour moi, effectivement, l'art, il a un rôle extrêmement important parce que là se trouvent aussi des chocs de civilisation qui doivent être résolus. Je pense que l'art probablement permet que maintenant on puisse vivre en étant homosexuel, qu'on puisse avoir un enfant même si on est de maman, de papa. Enfin, il y a plein de choses fondamentales que le design n'aborde pas vraiment, pour lequel on a besoin en fait de la force transgressive de l'art, mais malgré tout, le design, lui, il a un autre rôle, un tout petit peu, qui est par contre comme une sorte de ciment dans la société, comme mettre des gens ensemble, des gens qui produisent et des gens qui consomment et utilisent. Et une nouvelle fois, derrière tout ça, il y a la volonté d'une civilisation d'être ensemble. Et donc de ce point de vue-là, oui, on ne regarde pas assez le design, non, on ne l'a pas assez compris. On l'a beaucoup mis un peu dans des images d'Épinal, des arts décoratifs qui sont malgré... Dans le fond, ce qui est très problématique, les arts décoratifs, c'est que ce qui nous en reste, c'est une culture extrêmement bourgeoise, très bourgeoise. Quand en fait, moi, je suis très content d'être assis dans cette exposition, parce que moi, en fait, les souvenirs de mon enfance, ce qui crée mon rapport à certaines formes, à certaines couleurs, en vrai, je sais qu'elles viennent de ferme. J'ai vécu là. Tout à l'heure, Adrien parlait de ce côté industrieux qui est à l'intérieur des choses. Moi, ça me touche énormément. Juste voir ces machines, ces outils, ces choses, ça me touche beaucoup plus que
une tapisserie d'Aubusson. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Donc le MAD, j'ai pas un grand avis, si ce n'est que c'est un grand défi et que le signe de faire ça, c'est un signe important, en tout cas. Mais une nouvelle fois dans le contraste, c'est pas que je veux jeter à bas les arts décoratifs, mais ils contiennent en eux parfois une forme de nostalgie un peu proustienne qui m'intéresse pas trop, personnellement.